Bien, alors bonjour à tous. Ma présentation a été faite, hein. Je suis chef du pôle alimentation à la DRAF Grand Est. Alors, en amont, donc on m'a invité pour parler de la loi Egalim, que vous connaissez, je pense, la majorité d'entre vous très bien. Donc, ça sera un petit dépoussiérage des connaissances. Et je vais faire un focus sur ce que la loi Climat et Résilience a modifié ou complété sur la loi Egalim initiale. Alors, avant d'aborder cette loi Egalim, je voulais faire un petit point sur les missions de l'équipe PNA qui exerce en Grand Est, parce que je ne suis pas convaincue que tout le monde connaisse le Programme national pour l'alimentation, donc porté par la DRAF, qui a vu le jour pour la première édition en 2010, suite à la loi de modernisation, qui a été modifié, complété, actualisé en 2014, avec notamment les projets alimentaires territoriaux. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais je ne peux pas m'empêcher d'en parler un tout petit peu. En 2017, donc, il y a eu les États généraux de l'alimentation, dont on a beaucoup parlé, et la loi Egalim qui, à la sortie des EGA, a donc vu le jour fin 2018. Et cette loi Egalim a débouché sur le PNA, alors PNA, pas PNAD, hein, puisqu'on en a beaucoup parlé tout à l'heure, le PNA 3e édition, qui existe depuis 2019 et qui arrive à échéance en 2023, milieu d'année 2023, pour bien sûr être modifié et déboucher sur une 4e édition. Avec donc en 2021 ou 2021 la loi Climat et Résilience qui est venue un petit peu compléter notamment cette loi Egalim initiale. Alors, on traite bien sûr de la restauration collective, d'où ma présence aujourd'hui, qui est une thématique transversale au PNA, mais on a aussi 3 axes prioritaires que sont la justice sociale, la lutte contre le gaspillage alimentaire et l'éducation alimentaire, des jeunes et des moins jeunes, et bien sûr les PAT, projets alimentaires territoriaux, qui nous animent beaucoup en ce moment. Alors, très rapidement, parce que je pense que tout ça est connu de vous, donc toute la restauration collective, qu'elle soit des personnes morales de droit public ou de droit privé en charge d'une mission de service public, est concernée par la loi Egalim. Donc vous avez la liste, vous l'aurez dans le diaporama qui vous sera envoyé. Et ce qu'a changé la loi Climat et Résilience, c'est qu'en 2024, la restauration collective privée sera également concernée par les mesures de la loi Egalim, donc étendue par la loi Climat et Résilience, c'est-à-dire toutes les restaurations d'entreprises, notamment. Donc dans la suite du diaporama, tout ce qui sera en rouge, c'est les apports de la loi Climat et Résilience. Alors, quelles sont les mesures phares qui sont incontournables dans cette loi Egalim? Bien sûr, ce qui pose souvent question à la majorité des gestionnaires, c'est le volet approvisionnement, donc les produits durables et de qualité qu'on doit mettre dans les assiettes conformément à ce que nous a indiqué la loi Egalim. Il y a d'autres mesures. L'information des convives, on a parlé beaucoup communication depuis tout à l'heure, donc faire connaître aux convives ce que la restauration fait, c'est quelque chose d'indispensable et de nécessaire. La 3e mesure, c'est la diversification des sources de protéines et l'intégration de menus végétariens au singulier ou au pluriel dans le plan alimentaire. La lutte contre le gaspillage alimentaire et le volet dons. Et bien sûr, là on rejoint la loi AGEC, tout ce qui est substitution de plastique dans la restauration collective. Ce qu'il faut noter, c'est que pour faciliter, enfin c'est un mot peut-être un peu abusé quand on parle de la loi Egalim, mais pour faciliter effectivement la mise en application de ces mesures, leur application a été progressive et différente selon les structures concernées, avec effectivement des adaptations, notamment en termes de calendrier. Alors, quand on parle approvisionnement, ça ne marche plus.
Ah, ça y est, j'étais coincée. Alors, le point essentiel à retenir, c'est effectivement que la loi Egalim a comme objectif ambitieux, on est toujours dans l'ambition, c'est d'atteindre 50% de produits durables et de qualité en janvier 2022, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on devrait y être. On verra tout à l'heure que ce n'est pas forcément le cas, loin de là. Et ce qu'a modifié la loi climat et résilience, c'est que pour les viandes et les poissons en particulier, le taux qu'on devra atteindre en janvier 2024, c'est 60% de ces viandes et poissons qui devront être de qualité. Et pour la restauration collective d'État, donc on se doit d'être exemplaire, c'est 100%. C'est un objectif, donc le 100%, on aime bien à l'État. Alors, petite précision qui, au départ, en tout cas, a posé beaucoup de questions par rapport aux 20% de produits bio. C'est bien 20% sur les 50, c'est-à-dire qu'on a 20% de bio et 30% d'autres produits sous signe de qualité. Donc, si on est à 50% de bio, on a atteint l'objectif. Et bien sûr, souvent on les oublie, il y a 50% de produits que le gestionnaire est libre en termes d'approvisionnement. Donc, ça peut être tout type de produits et pas forcément des produits éligibles à la loi Egalim. On les oublie aussi parfois. Précision importante, c'est quand on parle de taux, quel est le critère qu'on prend en compte. Donc, c'est la valeur des achats en hors taxe, donc par année civile. Et depuis cette année, depuis les mois derniers, donc chaque restaurant collectif doit faire une télédéclaration puisque les résultats remontés au national par un outil qu'on rappellera tout à l'heure et qui est peut-être déjà connu de vous, qui s'appelle Ma Cantine, va permettre de dresser un bilan annuel de ces taux atteints au niveau national et qui est présenté après au Sénat pour effectivement dire voilà où on en est. Alors, bon, la mise en page n'est pas terrible. Alors, quand on parle de produits durables et de qualité, on va faire un petit rappel aussi. Donc, il s'agit notamment des produits biologiques, on l'a dit, avec 20% du taux attendu, et tout ce qui est autres signes officiels de qualité. AOP, IGP, voilà, je ne vous les liste pas tous. Autre catégorie, c'est les fameux HVE, certification environnementale. Donc, pour rappel, il y a 3 niveaux, certification environnementale 1, 2, et la troisième qu'on appelle la HVE, donc haute valeur environnementale, sachant que le calendrier pour ne plus rendre que la HVE éligible a été réduite et on doit l'atteindre en décembre 2026. Je crois que c'était 2029 de mémoire dans la loi Egalim initiale. Autre label éligible aux 50%, c'est le label pêche durable, le label officiel, et tout ce qui est logo RUP, donc région ultra-périphérique, les bananes, bio par exemple, etc. Alors là, on n'en a pas parlé en détail tout à l'heure, mais une catégorie pour laquelle on nous a souvent sollicité parce que pas forcément comprise, en tout cas, on ne sait pas comment évaluer cette catégorie. Donc, je suis ravie d'entendre qu'en janvier 2025, c'est ça, on aura une méthodologie qui nous sera proposée. Donc, c'est les fameux produits sélectionnés sur les coûts imputés aux externalités environnementales qui, pour aujourd'hui, ne présentent pas de méthodologie admise de façon globale. Donc, c'est une catégorie assez difficile à introduire aujourd'hui. Nouvelle catégorie, c'est le commerce équitable. Et aussi, on verra pourquoi ça a été introduit, les produits acquis principalement sur la base de leur performance en matière environnementale et d'approvisionnement direct.
Je vous ai mis les petits logos qui vont bien en face des produits éligibles. Et point d'attention qui souvent aussi est source de questionnement, c'est pas que j'anticipe les questions, mais un petit peu quand même, c'est qu'effectivement dans cette loi Egalim, et tout le monde sait bien pourquoi, les produits locaux ou de proximité ne sont pas éligibles à la loi Egalim en tant que telle, puisque, enfin c'est la diapo d'après le rappel, légalement on n'a pas le droit de mettre dans les marchés publics la notion géographique, en fait, tout simplement. Alors, justement, pour ces catégories, que ce soit les externalités environnementales ou la dernière catégorie de produits liés à la loi climat et résilience, on est dans ce qu'on appelle des catégories qui dépendent d'un critère d'achat, c'est-à-dire que c'est de la responsabilité de l'acheteur de décider si le produit présenté par le fournisseur est conforme ou pas à la loi Egalim. Donc là, c'est responsabilité de l'acheteur. Pour info aussi, dernière... Ah, j'ai été un peu trop vite. Une catégorie qui ne fait pas partie des 50%, mais pour laquelle on incite les acheteurs effectivement à se pencher sur ces produits-là, c'est tous les produits issus des projets alimentaires territoriaux, puisqu'un des objectifs des PAT, c'est de développer les filières du territoire, donc les filières locales, et d'aller vers des produits de qualité. Alors, les produits locaux, on vient de le dire, ne sont pas éligibles en tant que tels dans la loi Egalim, mais la loi est quand même, c'est dans l'esprit de la loi quand même, initialement, de vouloir privilégier les produits français. Pour le ministère, c'est des produits locaux, les produits français. Et effectivement, c'est quelque chose qui notamment a été travaillé via la dernière catégorie qu'on vient de citer, de la loi climat et résilience, puisque c'est cette notion de circuit direct est là quand même, donc c'est en cours d'expertise, je ne peux pas vous dire exactement comment ça sera évalué pour l'instant, mais l'objectif c'est effectivement de permettre l'approvisionnement en produits dits de proximité via notamment des approvisionnements en circuit direct. Donc à ne pas confondre avec les circuits courts, j'en profite pour faire une petite précision, les circuits courts étant un achat avec un intermédiaire maximum, sachant que le fournisseur peut être situé en Argentine ou Chili ou où vous voulez. Alors circuit direct, c'est sans intermédiaire. Pour vous aider aussi dans l'intégration de ces produits dits de proximité, le ministère a élaboré des guides, je vous les présenterai rapidement juste après. Dans le bilan national dont j'ai évoqué l'existence tout à l'heure, sont pris en compte les approvisionnements origine France, indépendamment de toute notion de qualité, et aussi les produits circuit court. Donc ça veut dire que le ministère prend bien en compte dans son bilan ce type de produits pour voir ce qui se passe sur le terrain en termes d'approvisionnement en restauration collective. Bon, les PAT, j'en ai parlé, donc je ne reviens pas dessus. Alors, autre élément de la loi Egalim, c'est la diversification des sources de protéines et notamment l'introduction de menus végétariens. Donc, il y a des outils qui permettent de mieux connaître ce qu'est ce plan pluriannuel de diversification des protéines. Donc, bien sûr, l'objectif étant d'introduire des protéines, plus de protéines d'origine végétale. Donc, sont concernées les restaurations de plus de 200 couverts, donc je pense qu'on y arrive rapidement. Avec, toujours pareil, extension privée à partir de janvier 2024. Le menu végétarien qui était initialement en expérimentation a, j'ose le dire heureusement, été pérennisé par la loi climat et résilience. Donc aujourd'hui,
le menu végétarien est obligatoire au moins une fois par semaine dans la restauration scolaire. Pour la restauration collective d'État, on est encore plus exigeant envers nous-mêmes, puisque c'est une option végétarienne quotidienne qui est attendue à partir de janvier 2023. Possibilité pour les collectivités d'expérimenter jusqu'août 2023 une option végétarienne quotidienne. Donc, ce n'est pas une obligation, mais les collectivités qui veulent effectivement mettre ça en place peuvent le faire en s'inscrivant sur la plateforme Ma Cantine, que je présenterai un tout petit peu après. Alors là, j'ai rappelé ce qu'est un menu végétarien dans le cadre de la loi. Bien sûr, pas de viande, pas de poisson, pas de mollusques, voilà, ni en entrée, ni en plat, ni en ingrédients dans la sauce. Mais par contre, les œufs et les produits laitiers sont effectivement admis. Bon, je vais peut-être passer rapidement sur le volet lutte contre le gaspillage alimentaire. Sachant que ce n'est pas nouveau, un diagnostic est obligatoire depuis déjà quelques années. Je n'ai plus la date en tête, mais ça fait déjà un petit moment. Interdiction de détruire les denrées encore consommables. Et les autres obligations concernent les structures de plus de 3000 repas par jour, avec donc une convention à établir avec une association caritative, un plan de gestion de la qualité des dons. Ça, c'est suite à des remontées des associations qui se plaignent régulièrement de la qualité des denrées qui leur sont fournies. Et puis toujours ce volet communication, rendre public ce qui est mis en place dans la structure pour effectivement aller vers cette lutte contre le gaspillage alimentaire. Deuxième expérimentation qui est proposée aux restaurations collectives, c'est justement pour éviter le gaspillage et avoir par exemple une classe qui est absente tel jour, la restauration n'a pas été informée, on se retrouve avec 50 menus sur les braques parce que la classe n'a pas dit qu'elle est la classe. Les enseignants n'ont pas informé qu'ils seraient absents. Donc il y a une expérimentation aussi qui va jusqu'au décembre 2023 pour mettre en place des nouvelles méthode en fait de réservation de repas pour éviter justement cette production inutile au sein de la restauration scolaire notamment. Donc tout ça, je ne l'ai pas dit, vous avez en haut ce qui représente des leviers financiers, puisque forcément, peut-être qu'il y aura une question sur l'inflation, sur les coûts que peuvent représenter ces dispositions. Mais voilà, il y a des leviers financiers qui existent et la lutte contre le gaspillage alimentaire en fait partie, bien évidemment. Le volet réduction du plastique en restauration collective. Alors bon, les bouteilles d'eau plate, je ne pense pas qu'on en trouve beaucoup en restauration scolaire. On n'en a pas trouvé ces dernières années a priori. Donc là, c'est interdit complètement. Bon, le reste, je le passe rapidement. Alors ça, c'est important, effectivement. Dès janvier 2025, interdiction des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe ou de service en plastique, avec pour les collectivités de moins de 2000 habitants, donc les petites collectivités qui ont peut-être moins de moyens pour mettre ça en place, une sorte de dérogation jusqu'à janvier 2028 pour mettre en place ces dispositions. Et puis, autre disposition rajoutée par la loi Climat et Résilience, c'est l'obligation de proposer un contenant réutilisable ou composé de matières recyclables pour la vente à emporter en restauration collective. Donc à partir de janvier 2025. Et dernier élément concernant le plastique, c'est tout ce qui est gobelet, verre, assiette, ustensiles, paille, couvert. Interdiction effectivement d'avoir ces ustensiles en plastique, ou bien alors, ils doivent être réemployables. Et c'est important pour les services de portage, notamment auprès des personnes âgées à domicile, où effectivement
les barquettes en plastique avec cellophane dessus, ça sera terminé en termes d'usage pour le portage à domicile. Bon, je passe assez vite là-dessus. Alors oui, je disais tout à l'heure, objectif très ambitieux. Il y a eu une enquête en 2020 par le niveau national qui a été réalisée sur l'état des lieux, le T0, si vous voulez, d'où on partait. Alors bon, l'enquête, il y a eu très peu de répondants finalement, seulement un tiers, donc c'est extrapolable, mais voilà, ce sont des chiffres qui sont à prendre avec des pincettes, mais de toute façon, on n'est pas au-dessus, ça c'est sûr. En gros, on estime que pour les produits bio en 2020, sur les chiffres 2019, on part à peu près à 5% de taux d'approvisionnement en produits bio, avec bien sûr, je dirais, des meilleurs résultats pour le milieu scolaire et pour le secteur médico-social. On comprend bien pourquoi. On n'est même pas à 5%, ce qui se comprend. En plus, voilà, la Covid est passée par là entre-temps. Et pour les autres produits sous signe de qualité, estimation nationale, 6%. Donc, je vous rappelle, 50% en tout. Donc, il y a de la marge de progression. Après, c'est positif. On ne peut que progresser. Alors, pourquoi donc, quels sont les freins qui ont pu être identifiés, qui sont évidents? Alors, je suis peut-être là aujourd'hui pour ça, notamment. Méconnaissance en général de la loi Egalim. On fait dire à la loi des choses parfois qui n'ont pas lieu d'être. Ça, c'est évident aussi des contraintes budgétaires. On parlait du secteur médico-social, très certainement, voilà, le budget fait que c'est plus difficile d'aller vers cet approvisionnement en produits de qualité, les surcoûts, on est en plein dedans. Et puis aussi la notion d'approvisionnement en termes de produits disponibles. Donc voilà, les produits de qualité et la structuration des filières. Est-ce que effectivement ces filières sont présentes et en capacité d'approvisionner à hauteur de la demande? Mais quand même, soyons positifs, il existe des leviers. Notamment, donc, il y a eu la mise en place du CNRC, du Conseil national de la restauration collective, instance qui réunit toutes les catégories d'acteurs de la restauration collective et qui accompagne de façon très concrète les structures pour aller vers l'atteinte des objectifs de la loi Egalim. Il y a un accompagnement terrain des projets qui peuvent voir le jour, notamment via des appels à projets nationaux de la DGAL, donc de la Direction générale de l'alimentation. Et puis, bien sûr, un travail de structuration des filières. Ça se passe aussi en Grand Est, bien évidemment. Et cette structuration des filières, notamment via les projets alimentaires territoriaux qui sont incontournables. Alors, très rapidement, quel type d'accompagnement le CNRC a-t-il proposé aux structures de la restauration collective? Une plateforme gouvernementale qui s'appelle Ma Cantine, il y a une petite diapo derrière juste après pour vous présenter ce que vous pouvez y trouver si vous ne la connaissez pas déjà. Donc, on y trouve des plaquettes, des guides, des modèles de convention. Enfin, il y a plein de choses qui sont visibles et qui ont été validés. Donc, ce n'est pas des guides dans lesquels vous risquez de trouver des choses qui ne sont pas légales, par exemple, mais tout est validé. Donc, vous avez pas mal d'outils pour mieux comprendre les mesures de la loi, pour accompagner notamment, vous avez des tableaux Excel qui permettent aux structures qui ne sont pas outillées d'être capables de comprendre comment recenser les approvisionnements de leur structure, comment faire cette fameuse télédéclaration qui est obligatoire maintenant. Des outils de communication que vous pouvez élaborer à partir de cette plateforme. Et Ma Cantine est destinée à devenir l'outil national de collecte des données pour ce fameux bilan annuel qui est attendu du gouvernement. Madame Amara,
Je m'excuse, je vois l'heure qui tourne simplement. Oui. Peut-être que ça peut être intéressant d'illustrer aussi ce que vous nous présentez avec le retour de Monsieur Petit-Genet, justement, qui lui met ça en place concrètement avec des groupes de commandes. Alors, juste, vous aurez, je vais être très rapide, vous aurez donc dans le diaporama le lien pour aller sur ma cantine. Vous y trouverez plein d'outils, notamment les guides des marchés publics, pour les acheteurs en gestion directe et en gestion co-cédée. Donc, vous avez plein d'astuces, d'éléments que vous pourrez utiliser. Le menu végétarien qui pose souci, vous avez un guide sur ce qu'on attend derrière. De même pour la diversification des sources de protéines. Voilà, et vous aurez en annexe aussi pas mal de choses. Annexe, puisque je savais que je n'aurais pas beaucoup de temps, donc voilà. Notamment les labels commerce équitable. Et si quand même, un dernier mot, si vous permettez, je vous ai mis en annexe un dispositif qui est insuffisamment connu et qui répond notamment aux problèmes de coût d'introduction des produits de qualité en restauration collective, un dispositif qui s'appelle Les fruits à l'école et qui permet d'obtenir une indemnisation de l'Union européenne pour l'introduction de produits laitiers, de fruits et de légumes de qualité dans la restauration collective scolaire essentiellement. Périscolaire aussi. Et périscolaire aussi, quand voilà. Merci. Juste, Monsieur Petit-Genet, si vous pouviez nous donner votre regard en tant qu'acheteur, vu que vous coordonnez un groupement d'achat pour des denrées alimentaires, voir comment vous avez accueilli ou comment vous réceptionnez cette loi Egalim au quotidien. Oui, bonjour à tous. Alors effectivement, Vincent Petit-Genet, je suis coordonnateur du groupement d'achat au lycée Bartholdi de Colmar. Alors c'est une fonction, hein, c'est pas mon métier. La difficulté commence ici, c'est-à-dire que mon métier c'est gestionnaire d'établissement et agent comptable. Voilà, donc j'exerce la fonction de coordonnateur à mes heures perdues, soir, week-end, etc. Alors l'intérêt... Alors, j'ai la chance d'avoir repris un groupement qui existe depuis une trentaine d'années, au mi-temps des années 90, puisque, évidemment, l'achat public, c'est quelque chose que tous les gestionnaires font un peu sans le savoir. Et souvent, comme je le dis, ils font des marchés en jouant d'oreille, sans avoir le cadre. Donc c'est toujours mieux de connaître la partition, ça fait plus sérieux aussi vis-à-vis des prestataires. Et puis rien n'empêche d'interpréter ensuite la partition comme on le souhaite. Mais bien évidemment, il s'agissait de professionnaliser ce métier qui souvent l'est assez peu, parce que, comme on l'a dit précédemment, on ne peut pas être spécialiste de tout. Et en l'occurrence, les gestionnaires des établissements, des collèges et des lycées ne sont pas des spécialistes des marchés publics. D'où la nécessité de se regrouper et de créer un groupement d'achat. Ce groupement donc est né au mi-temps des années 90 avec 10 adhérents. Aujourd'hui, on est une centaine. Et on recrute, entre guillemets, au-delà des simples établissements scolaires, puisqu'on a quelques EHPAD, on a quelques centres sportifs de Mulhouse, etc., qui sont adhérents chez nous. Et on couvre à peu près tous les besoins d'un établissement scolaire, c'est-à-dire pas que les denrées alimentaires, mais principalement, voilà, puisqu'on a 27 lots alimentaires pour couvrir tous les besoins des collèges et des lycées pour leur cantine, et puis encore des lots techniques et des marchés techniques par ailleurs. Alors, ce que je disais, c'est que j'ai eu la chance de récupérer un groupement qui a été porté avant moi par un militant, c'est-à-dire qui a créé son premier lot bio de denrées alimentaires en 1998. Et comme je commence à être un peu ancien dans le métier, j'ai souvenir aussi que nous avions déjà l'obligation d'avoir 12% de bio de mémoire, 10, 12, 20, même 20, c'était 12 et ensuite c'est passé à 20. Voilà. Il y a une quinzaine d'années déjà. Donc pour ceux qui l'avaient déjà anticipé, finalement le choc a été moins rude, on va dire, pour intégrer la loi Egalim. Alors évidemment, la loi Egalim, aujourd'hui, on le sent, est portée par une vraie volonté nationale, et on s'y est tous mis.
avec la difficulté que, comme on le disait, pour les juristes, on le sait très bien, que quand vous avez une obligation sans sanction, ça devient un peu compliqué. Donc, c'est comme quand vous publiez un marché sans pénalité, vous avez moins de chances qu'il soit exécuté correctement. Donc c'est toute la difficulté. Alors pour répondre à Egalim, évidemment, il nous a fallu prendre une approche globale de la problématique et considérer l'ensemble de la chaîne de production et de la distribution, et puis des conditions de transformation aussi sur les sites, c'est-à-dire dans nos cuisines, ce qui suppose à la fois un sourcing ou un parangonnage en bon français assez important sur les producteurs, les distributeurs, et puis aussi ce qu'on pouvait faire chez nous dans nos cuisines à travers les équipements qui étaient présents dans nos établissements. Et puis, là aussi, pour un bon marché public, ça part toujours du besoin des adhérents. Si vous faites un marché public en demandant du local parce que c'est le besoin, j'allais dire, politique, vous êtes sûr de vous tromper. Avant tout, ça doit répondre aux besoins. Quels sont les besoins des adhérents? C'est comme ça qu'on fait un marché. Et donc, le recensement est fondamental. L'autre chose, c'est, ça a déjà été dit, c'est qu'il faut afficher le cadre, il faut afficher sa politique d'achat, il faut afficher les critères très en amont sur lesquels sont jugées les offres, pour permettre justement aux entreprises qui potentiellement vont répondre à nos marchés d'anticiper aussi quelle est la qualité qui va être souhaitée par le porteur. Donc on reçoit les industriels, on reçoit les fournisseurs bien en amont de la publication des marchés, et on leur annonce les points qui détermineront le choix. Évidemment, lorsqu'on veut faire de la qualité, il faut que le critère qualité soit supérieur au critère prix. Et il faut aussi qu'on essaye, alors toute la difficulté dans la période actuelle, où les prix s'envolent, mais il faut faire en sorte que la différentielle entre le critère qualité et le critère prix soit suffisant pour que justement ceux qui répondent avec la qualité, et forcément avec un coût supérieur, ne soient pas pénalisés et ne sortent pas systématiquement deuxième ou troisième face à quelqu'un qui a choisi d'attaquer uniquement sur le critère prix. Donc ça, c'est la première des choses. Et puis on l'a dit, la professionnalisation des acheteurs est fondamentale. Il faut qu'on soit crédible vis-à-vis des fournisseurs. Il faut qu'on maîtrise les outils du code de la commande publique. Il faut qu'on maîtrise particulièrement la loi Egalim pour qu'ils aient en face des interlocuteurs dont on montre, on sait de quoi on parle. Et à ce compte-là, de toute façon, d'ailleurs, les entreprises attendent ça. Les candidats attendent ça. Ils attendent une structuration. Ils attendent, quand j'ai publié en 2018 la politique d'achat du groupement que j'ai mis en lien sur le site de notre groupement d'achat, sur notre profil acheteur, qu'on a longuement publié, effectivement, les critères, qu'on a annoncé, même les sous-critères pour savoir, et assez tôt, sur quoi seraient jugées les offres. Évidemment, ça, systématiquement, on a vu très rapidement des industriels changer leurs recettes, des fournisseurs s'adapter, etc. Et puis, comme on l'a dit, nous, on est un peu le parent pauvre, on n'a pas de moyens, donc on est obligé d'avoir des idées. Et je retiens ce qui a été dit, c'est le réseau. Le réseau est fondamental. Et alors, il y a des réseaux qui sont structurés au niveau national, on l'a dit, la plateforme rapide, là aussi, j'y suis régulièrement. Vous avez, pour les denrées alimentaires, la e-communauté du CNFPT, qui est remarquable, qui a été développée par les collègues du Pays de Loire, qui est remarquablement bien faite. Et puis, évidemment, on travaille avec nos collectivités territoriales de rattachement, que ce soit les départements ou la région, un peu avec la DRAF de temps à autre.
avec Marie-Josée Amara. Les chambres consulaires, de temps à autre aussi, l'agriculture ou l'artisanat, mais c'est souvent des questions de personnes. C'est-à-dire que quand on noue des liens interpersonnels, et puis ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Mais en tout cas, les organisations professionnelles, les interprofessions, les PAT, qu'on a commencé aussi à intégrer dans nos partenaires. Et puis, toujours dans la connaissance du terrain, les usagers du service, les élèves, les personnels. Et on a développé d'autres partenariats avec des experts en alimentation et en santé environnementale, des nutritionnistes, diététiciennes, des scientifiques, des universitaires, puisqu'on a développé un partenariat avec la faculté d'agrosciences, notamment de Colmar. Voilà. Et puis les filières de l'agroalimentaire. Alors, ensuite, tout ça, une fois qu'on a rassemblé toutes les informations, il s'agit évidemment de les retranscrire dans un cahier des charges. Et le cahier des charges, c'est à la fois un document de communication, puisqu'on parlait beaucoup de communication aussi, il ne faut pas l'oublier, et aussi un document, évidemment, contraignant pour les soumissionnaires. Le cahier des charges doit rappeler les objectifs du groupement, les objectifs de l'adhérent. Pas seulement effectivement se contenter du marché, mais bien quel est l'objectif derrière. Nous, l'objectif, il est simple, c'est un objectif de santé publique, c'est-à-dire que la finalité de notre groupement, c'est bien sûr les élèves, c'est donner le meilleur repas possible à nos élèves. Et on a cette chance, c'est-à-dire que là aussi, quand je parlais du réseau, la fonction publique regorge de compétences nombreuses et très intéressante. Et on a de nombreux, quand je parlais de partenaires, qui sont souvent, qu'on sollicite de temps à autre et qui nous répondent bien volontiers, parce qu'ils sont convaincus par la démarche ou qui sont militants. Ça donne du sens aussi à notre action. On parle beaucoup en ce moment des métiers en perte de sens. Le fait de se regrouper en groupement d'achat et d'échanger avec de nombreux partenaires, ça donne aussi ce sens-là. Et puis, l'élément indispensable, c'est que la publication du marché ne suffit pas. Pour aller plus loin, il faut suivre son exécution du marché avec des points d'étape réguliers avec les titulaires, des bilans d'exécution, des statistiques, voir les points qui ont marché, les points qui n'ont pas marché, pour les corriger sur le marché suivant. Alors, ça c'est fondamental. Nous, en tant que groupement, en tant que coordonnateur, je publie les marchés et j'assure le suivi auprès des fournisseurs. C'est-à-dire que dès lors que les principes édictés par les cahiers des charges ne sont pas respectés par les fournisseurs, les adhérents nous envoient des fiches incidents marché et nous, on négocie directement avec les fournisseurs avec évidemment des pénalités qui sont appliquées par chaque établissement. Alors là aussi, chaque établissement adhérent exécute son propre marché. Ce qui veut dire que nous, au sein de nos marchés publics, on fait en sorte que dans les produits qui sont proposés ou produits qui sont retenus, nos adhérents puissent respecter la loi Egalim. Mais on ne va pas jusqu'au bout, c'est-à-dire que ça va dépendre ensuite aussi des contraintes qu'ils ont. Et Marie-Josée Amara les a bien rappelées, les trois principaux, les trois contraintes principales sont bien celles qui ont été évoquées tout à l'heure. Après, pour faire les marchés, évidemment, on a un certain nombre d'outils qui nous sont mis à disposition par le code. Évidemment, les allotissements techniques en fonction du type de denrées que l'on souhaite, allotissement géographique le cas échéant, avec des lots spécifiques, tout en conservant un volume intéressant pour l'effet prix et pour peser aussi dans la négociation. Voilà. Là aussi, on s'intéresse également à la formation des cuisiniers avec les collectivités, à l'accompagnement des cuisiniers, parce que pour avoir des prix, par exemple, si je prends la viande de la volaille, on travaille aussi sur l'équilibre matière, puisque c'est souvent les mêmes morceaux qui sont souhaités. Et quand on travaille un peu sur l'équilibre matière et avec un peu de formation, on arrive aussi avec d'autres morceaux à faire diminuer les prix tout en ayant de la qualité, parce que ce sont des morceaux de qualité.
Et puis, on essaye de faire des marchés qui soient compatibles avec la structuration des filières. C'est-à-dire que sur les viandes, par exemple, on a un engagement pluriannuel parce qu'on sait que pour élever une viande et puis pour l'abattre, et puis pour donner aussi un volume aux titulaires, aux candidats qui vont répondre, ils savent qu'on s'engage sur un volume pluriannuel et donc ça permet aussi pour eux de structurer les filières. Alors comme on l'a dit aussi tout à l'heure, vous aviez posé la question, c'est que les marchés sont de plus en plus complexes, on a des marchés au-delà des seuils formalisés, et donc seules, entre guillemets, les grosses structures peuvent répondre. C'est pas faux, mais on a des outils à l'intérieur du cahier des charges pour inciter et pour même obliger ces grosses structures à s'approvisionner auprès de petites et auprès de producteurs qui peuvent être, le cas échéant, locaux. Donc, ça suppose une bonne définition de la famille de produits, du nombre de produits par lot, du nombre de lignes par lot, et puis évidemment à l'intégration à l'intérieur du cahier des charges, forcément des labels, des certifications qui sont valorisées, et puis là aussi, nous accompagnons les établissements dans la diffusion de la culture de l'achat public. C'est-à-dire que le groupement d'achat n'est pas exclusif. Le groupement d'achat permet de faire les achats de masse importants, mais il reste de la place pour du gré à gré sur des petites structures locales, un paysan à côté qui vend des fruits et légumes. Donc il y a une complémentarité entre des petits achats que peuvent faire les établissements et notre groupement. Il n'y a pas forcément d'exclusivité, et globalement, on est plutôt satisfait parce qu'on est bien au-delà sur les établissements qui adhèrent à notre groupement, des chiffres qui ont été présentés tout à l'heure par Marie-Josée Amara, c'est-à-dire qu'on est plutôt à 20% des établissements qui respectent aujourd'hui la loi Egalim parmi nos adhérents, ce qui est une bonne chose. Et puis, le dernier gros travail, c'est l'analyse des offres. Forcément, l'analyse des offres, et on l'avait dit, les critères de sélection avec... Nous avons des annexes environnementales, de performance en matière de développement et d'approvisionnement direct. On a des annexes sur les critères qualité des produits, comme je l'ai dit, qui sont supérieurs au prix. Et puis, forcément, une analyse de l'organisation des entreprises et des services qu'elles peuvent rendre dans le cadre de nos marchés. Et pour cela, nous sommes en partenaire de l'ACENA. Alors l'ACENA, c'est l'association des coordonnateurs d'établissements de Nouvelle-Aquitaine, qui sont à la fois des collègues et des amis. Et nous avons, alors qui sont soutenus par la région Nouvelle-Aquitaine depuis 2017. Ils se sont constitués en association. Et grâce notamment aux subventions de la collectivité, ils ont développé un outil qui s'appelle OCENA, que je vous présenterai peut-être plus en détail cet après-midi. Cet outil OCENA permet d'analyser la qualité nutritionnelle des denrées. Et cet outil, aujourd'hui, est disponible. Aujourd'hui même, d'ailleurs, cet outil reçoit le trophée de la commande humide publique, voilà, délivré lors du congrès des maires à Paris. C'est le prix des acheteurs publics. Et c'est un outil qui est... du coup, qu'on développe. On fait partie du comité de développement avec les collègues du Sud-Ouest, qui s'enrichit chaque année et qu'on met en vente pour la plupart des acheteurs publics. On a déjà la mairie d'Orly et de Perpignan qui nous ont acheté l'outil, et un certain nombre également de fournisseurs et d'industriels, pour une raison très simple, c'est qu'on leur vend l'outil, et ils testent leurs produits. Donc ils peuvent tester tout au long de l'année leurs produits sur cet outil et voir quelles notes ils auraient sur nos marchés. Et comme entre les collègues de l'ACENA, qui sont un regroupement de 26 coordonnateurs, et nous, qui utilisons ce produit depuis 2 ans, puisqu'il est sorti il y a 2 ans, nous pesons déjà
passe 5 millions de repas et la plupart des grosses structures, hein, que ce soit Cisco, Transgourmet, Pomona, etc., ont très bien compris l'utilité qu'elles avaient de tester leurs produits sur cette plateforme avant de répondre à nos marchés. Donc ça marche très très bien. On est très fiers de ce succès. Et puis là aussi, dernier point, je milite toujours pour les groupements d'achat. Pour moi, c'est évidemment l'avenir parce qu'on fait tous des achats publics un peu dans notre coin sur les mêmes thématiques, avec plus ou moins de connaissances, plus ou moins de pratiques. Et c'est vrai que on a du mal de temps en temps à intéresser les petites collectivités qui se trouvent en difficulté sur certains marchés, mais qui ne nous rejoignent pas pour autant. Certains élus ont encore du mal en considérant qu'en abandonnant finalement l'acte d'achat à un groupement, ils perdent une partie de leurs compétences. Je pense que c'est une idée qu'il faut combattre. L'avenir pour nous, pour avoir à la fois une structuration et des prix et de la qualité, c'est les groupements d'achat.